La geste de Beaubert. Une bûche crépite dans le feu au centre du campement. Bien que faible, ce son suffit à réveiller Beaubert et lui faire ouvrir un œil anxieux. Depuis le soir du drame, il n'a jamais pu dormir profondément. Dans ses rêves, les traumatismes de son passé le hantent et lui rappellent de rester sur ses gardes. Pourtant, et Beaubert a bien du mal à l'admettre, il se sent bien entouré de ses compagnons de fortune. Depuis qu'il a quitté les marais à la mort de la vieille Gerwig Bécastre, c'est la première fois qu'il renoue avec un sentiment qui lui était de moins en moins familier, l'apaisement. Beaubert essaye de s'en endormir. Lui et son groupe ont beaucoup marché ces derniers jours. Parti de Ravincourt, la fameuse ville côtière du nord-ouest des terres d'Encarta, il marchait depuis une demi-lune en direction du Bois au Loup. Ce voyage ne devait rien au hasard. Marfinas Domines, baron de Ravincourt et des seigneuries environnantes, proposait un tas d'or convenable pour quiconque le débarrasserait du coven de sorcières du Bois au Loup. Beaubert répondit à l'appel, non par appât du gain, mais pour mettre à l'épreuve ses compétences druidiques acquises auprès de la vieille orque. Pendant les 30 années qui suivirent le soir du drame, Beaubert vécut dans les marais au pied du bois au clair et apprit auprès de la vieille Gerwig à reconnaître et utiliser la flore forestière, à comprendre la magie de la nature et à en faire usage pour la divination, le soin et la protection. 30 années durant lesquelles il avait vécu reclus, exerçant exclusivement ses talents au profit des animaux et esprits de la forêt. L'annonce du baron lui donnait l'opportunité de tester ses connaissances, mais surtout de renouer avec des liens sociaux qu'il avait volontairement tenus à l'écart jusqu'alors. Le tas d'or promis attira une foule d'aventuriers désireux d'en découdre et de remplir leurs poches. Beaubert fut retenu pour ses talents de guérisseur et fin connaisseur de la forêt. Des jumeaux orques trouvèrent leur place naturellement de par leur passé de guerrier. Une elfe forestière fut sélectionnée pour sa grande maîtrise de l'arc et de la discrétion. À la dernière minute, un demi-elfe tout droit sorti de l'école des mages arriva pour compléter le groupe. Au moment de quitter la ville, les 5 aventuriers furent surnommés la main, et l'on disait déjà dans les tavernes que leur poing écrasera quiconque sur leur chemin. Un nouveau son réveilla Beaubert, mais ce n'était pas le doux crépitement d'un feu de bois dans la nuit. Le son qui le réveilla était un pas lourd et puissant, qui se rapprochait de lui. « Réveille-toi, le nain, quelqu'un approche. » Bien que chuchoté, Beaubert reconnut la voix rauque de l'un des jumeaux orques. Conscient que Beaubert appartenait à la race des alphelins et non des nains, les jumeaux le désignaient constamment par ce sobriquet pour souligner sa petite taille. « Je ne suis pas un... » Beaubert se tut subitement. L'orque avait raison. Quelqu'un approchait. En se relevant, il vit que ses 4 compagnons étaient déjà debout, l'arme à la main. « Je distingue un groupe de 8 personnes. Sûrement plus, » annonça l'elfe. « Voilà qui nous fera un bon entraînement avant d'écraser ces foutues sorcières, » grommela l'autre jumeau. La suite des événements se déroula si vite que Beaubert mit du temps à comprendre que le piège s'était déjà refermé sur eux. Un son de flèche brisa le silence, et le trait finit sa course en se plantant droit dans le cœur du mage qui s'effondra aussitôt, mort, projeté plusieurs mètres en arrière. Puis, 5 orques armés d'haches à 2 mains et recouverts d'une épaisse armure de plate déboulèrent d'entre les arbres en hurlant. L'elfe tira sa flèche qui rebondit contre le homme de l'un d'entre eux. Arrivé à sa portée, un guerrier orc abattit brutalement sa hache sur l'archère. Un bras et la tête de cette dernière furent arrachés de son corps par la violence du coup. Les jumeaux hurlèrent de rage. Brandissant leurs armes, ils s'élancèrent contre les assaillants. Ceux-ci se figèrent, puis reculèrent de quelques pas. Soudain, le corps des jumeaux s'embrasèrent. Beaubert n'avait jamais vu pareille magie. Gesticulant, hurlant et se débattant, les 2 frères mirent plusieurs secondes avant de succomber à la brûlure des flammes. Plusieurs secondes pendant lesquelles les cris de douleur des 2 frères s'ancrèrent dans la mémoire de l'alphelin pour ne jamais s'effacer. Beaubert s'attendit à mourir dans les instants qui suivirent. Lorsqu'il vit que les guerriers orques ne bougeaient toujours pas, et que même après avoir été rejoints par leurs acolytes dissimulés dans la forêt, il était toujours en vie, il comprit que la mort aurait été préférable. Compte tenu de la brutalité, de la précision et de la rapidité avec laquelle ses partenaires avaient été tués, il sut qu'un seul groupe au monde pouvait en être à l'origine. La compagnie du Rat Noir. Cette troupe était connue de toutes les terres d'Encarta pour son efficacité redoutable à accomplir les contrats d'assassinat qui leur étaient confiés. Après toutes ces années, Beaubert était un peu surpris de les savoir toujours à ses trousses. Il fut encore plus surpris par la dernière silhouette à rejoindre le groupe d'assassins. Aussi grand que Beaubert, cette personne avait une fine moustache d'aristocrate et un sourire mauvais qui allait de pair avec un regard triomphant. « Je savais que c'était toi. » Beaubert n'en crut pas ses oreilles. Bathieu, son propre frère, se trouvait désormais face à lui. Leur dernière rencontre remonte au soir du drame. Et le druide se retrouva projeté dans ses souvenirs. Il se souvenait parfaitement de la nuit qui avait vu sa vie basculer.
Troisième fils, Bobert était destiné, comme le veut la tradition alpheline, à rejoindre les ordres. Mais étant plus grand que la moyenne de ses semblables, il faisait 1,10 m, il aspirait à autre chose. Une chose ne répondant pas à la tradition alpheline, Bobert voulait devenir un guerrier. Son père, Bobual de Brassevigne, était le plus grand maître brasseur de Mirade. Soucieux à l'égard de la religion, il souhaitait, comme le veut la coutume, que Bristian, son fils aîné, hérite de l'entreprise familiale, la fameuse brasserie Brassevigne. Bathieu, son cadet, avait reçu une excellente éducation et était entré dans la haute administration du bourg, rejoignant de ce fait la caste bourgeoise de la société alpheline. La famille Brassevigne aurait pu vivre heureuse selon l'antique tradition si Bobert n'eût été si entêté dans sa détermination à fuir les ordres. Inscrit à l'internat du monastère le plus proche depuis ses 15 ans, Bobert avait pour habitude de quitter le monastère de nuit pour errer dans les quartiers humains de Mirade. Il flânait de taverne en taverne pour écouter les récits et exploits de grands guerriers et autres voyageurs. Il se délectait de ces témoignages dans lesquels il puisait ses espoirs en une vie riche en aventures, loin d'une foi qu'il tenait en horreur et une société alpheline un peu trop étriquée à son goût. Le soir du drame débuta de cette façon. Bobert était dans sa taverne favorite, la Tête de l'Art. Il avait repéré un groupe de guerriers attablés autour d'une bière. Écoutant à distance leur conversation, il attendit le bon moment pour intervenir. « Excusez-moi, valeureux guerrier, je n'ai pu m'empêcher d'écouter vos brillants exploits. Quel courage, quelle force et quelle adresse vous avez fait preuve. Mais quel dommage aussi de se contenter d'une liqueur aussi mauvaise. » Les guerriers arrêtèrent leur conversation et se retournèrent vers ce piètre personnage, le regard brumeux. Bobert avait l'habitude de ce genre de réaction. Aussi, il enchérit. « Si vous tenez à passer une bonne soirée en compagnie des meilleurs breuvages, c'est à la brasserie Brassevigne qu'il faut aller. » Ils acceptèrent de le suivre. Le jeune alphelin n'était pas à son coup d'essai. Depuis plusieurs mois, il profitait de cette combine pour attirer des guerriers et sympathiser avec eux dans l'espoir de rejoindre leur rang. Il espérait que cet afflux d'alcool rendrait les hommes plus à même à écouter sa requête. Malheureusement, cela n'avait jamais porté ses fruits. Aussi robuste, sympathique et avenant qu'était Bobert, aucun groupe de mercenaires ne voulait d'un alphelin dans ses rangs, au risque d'être à la risée des autres guerriers de la profession. De par leur petite taille, leur faible constitution et leur pacifisme, les alphelins étaient absents des champs de bataille. Au mieux, on pouvait en trouver en cuisine ou à l'infirmerie. Mais Bobert ne voulait pas de ce rôle. D'une composition plus vigoureuse que ceux de sa race, Bobert pensait fermement qu'il méritait sa place en campagne aux côtés des plus valeureux combattants. Là de ses déconvenus, Bobert avait mis au point un plan. Lors de son dernier retour dans la famille, il avait capturé une stierge, créature mi-moustique, mi-chauve-souris, qu'il avait ensuite enfermée dans une cage. Son subterfuge était simple. Lorsque le groupe aurait assez bu, il lâchera la créature et la pourfendra de son épée, en réalité une dague humaine, dissimulée avec soin à proximité. Voyant son courage et son adresse, les aventuriers ne pourraient que le prendre dans leur équipe. Bobert en était persuadé. Comme le disait le mage Asturion, « Malheur à celui qui pense influencer le cours de l'avenir par le barrage de la ruse. » Même en ayant connaissance de cette maxime, l'obstiné Bobert n'aurait pas changé une once de son stratagème. Et c'est ainsi que la catastrophe arriva. Après avoir vidé quelques bouteilles, les aventuriers étaient ivres-morts. Bobert en profita pour relâcher la strige. Et celle-ci, rendue furieuse par plusieurs jours d'enfermement, sortit brusquement en volant dans toutes les directions. Dans sa hâte, elle percuta chandeliers et bougies qui tombèrent au sol. Dans l'espace de quelques secondes, la pièce était en flammes. Trop pris de boisson pour réagir, les guerriers furent les premiers à périr. L'espace d'un instant, Bobert fut incapable de bouger. Puis il se souvint. Sa famille vivait à l'étage. Il se rua vers les escaliers, bravant les flammes pour avertir les siens. Sa peau le brûlait. L'air chargé de fumée qu'il respirait le faisait atrocement souffrir. Il continuait d'avancer malgré la douleur, malgré la culpabilité qui commençait déjà à le ronger, autant que les brûlures sur son corps. Mais il était trop tard. L'incendie était tel que les flammes avaient déjà embrasé tout le bâtiment, dont les réserves d'alcool favorisèrent l'œuvre. Bobert n'eut d'autre choix que de sortir. Une fois dehors, il constata avec horreur que le feu avait déjà atteint la toiture. Juste avant que celle-ci ne s'effondre, il entendit un cri de femme déchirée la nuit. Était-ce celui de sa mère, de la femme d'un de ses frères? Bobert ne le sut jamais, mais la question le hante encore. Les voisins arrivèrent progressivement. Plusieurs tentèrent d'éteindre les flammes, mais c'était sans espoir compte tenu de l'ampleur de l'incendie. Après plusieurs minutes d'interminable attente, Bobert vit son frère Bathieu rejoindre la foule. Après s'être entretenu avec un villageois, il s'effondra en hurlant. Soulagé de constater qu'il était resté au travail si tard, Bobert s'approcha de lui. Mais il s'arrêta net en voyant le regard que celui-ci lui lança. « Toi! Qu'est-ce que tu fais là ?»
Baubert balbutia une réponse inaudible. C'est toi le responsable! Tu crois que personne n'est au courant de ton petit manège? Père était au courant de tes escapades nocturnes. Il n'a jamais rien dit car il était persuadé que tu finirais par changer. Mais regarde le résultat! Il pointa le doigt vers l'édifice en flammes. Son regard était aussi rouge que les flammes. Jamais Baubert n'avait vu son frère dans une telle fureur et il lui était difficile de lui en vouloir. J'ai tout perdu. Tout! Et ça par ta faute! Mathieu se releva et avança vers Baubert. Si seulement tu étais mort à leur place! Il le frappa de toutes ses forces, mais étant plus petit et moins trapu que son frère, il eut plus mal que lui. Tenant sa main contre lui, il regardait en tous sens autour. J'offre 100 pièces d'or à quiconque m'attrape cet homme! La foule, composée aux 3/4 d'alphelins et le reste d'humains, ne bougea pas. Mathieu semblait sur le point d'exploser. Lâche! Ce n'est pas seulement un fils, un frère et un mari endeuillé qui vous parlent, mais le conseiller du bourgmestre. Arrêtez cet homme! Au bout d'un moment, un humain s'avança vers Baubert et essaya de l'attraper. Mais ce dernier ne se laissa pas faire et le frappa violemment. D'autres personnes s'avancèrent vers lui. Baubert prit alors à la fuite. La brasserie familiale était proche d'une rivière qui longeait une forêt. Alors qu'il franchissait le cours d'eau avant de s'enfoncer dans les bois, il entendait encore les cris de son frère le maudire et jurant de le retrouver pour le voir mort. Il m'en aura fallu du temps et de l'argent pour te retrouver, mais je vois que cela en valait la peine, prononça Mathieu le sourire aux lèvres. Comme tu le vois, j'ai appris à bien m'entourer depuis notre dernière entrevue. Tout en sortant une dague finement décorée de son fourreau, il s'approcha de Baubert et lui mit la lame sous la gorge. Le druide ne bougea pas. Aucun mot de ma part ne pourra te réconforter ou changer ce que j'ai fait. Si prendre ma vie peut te soulager, je n'opposerai pas de résistance. Et il ferma les yeux. Mathieu pouffa de rire. Tu penses vraiment que c'est ta pitoyable petite vie qui m'intéresse? Non, 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 non. Je veux te voir perdre tous ceux à qui tu tiens. Je te condamne à vivre dans la crainte de voir disparaître toute personne à qui tu t'attaches. Chaque amitié qui débute par des rires se terminera en bain de sang, chaque romance par un massacre. Tu continueras à vivre en sachant que la compagnie du rat noir t'a à l'œil et peut frapper n'importe quand. À bientôt, petit frère. Quand Baubert rouvrit les yeux, il était seul, entouré par les cadavres de feu ses compagnons de fortune. Son frère et la compagnie du rat noir avaient disparu. Il tomba à genoux. Ce passé qu'il tenait tant à oublier venait de ressurgir dans son présent. Bien qu'il n'était plus l'alphelin prétentieux et naïf qu'il fut autrefois, il n'avait jamais pu tourner complètement la page de son ancienne vie. Il savait désormais que ça lui serait à jamais impossible. Baubert resta ainsi jusqu'au lever du jour, priant et invoquant les esprits de la nature en mémoire de ses camarades. Quand le soleil fut bien haut dans le ciel, il enterra ses compagnons selon les rites qu'il avait appris auprès de la vieille orque. Sa tâche terminée, il reprit la route. Au bout de 3 jours de marche, il finit par sortir de la forêt. La vue dégagée que lui offrait la plaine le rassura quelque peu. Mais l'idée d'être en permanence épié par les troupes de son frère devait le hanter à jamais. Quelques jours plus tard, il arriva à une route sur laquelle se trouvait un panneau indiquant « Proléger, 50 miles ». Ainsi débuta la route qui mena mon compagnon alphelin à rejoindre notre compagnie. J'ai composé ce récit à partir des rares bribes d'informations sur son passé qu'il a bien voulu me partager autour d'un verre ou d'un feu. Je terminerai par les mots mêmes de Baubert. En ce monde, nul n'est maître de son destin, mais nul ne doit plier l'échine face à la fatalité. Je tiens ce récit de Fellini Tortellini, barde émérite, qui accompagna Baubert et bien d'autres dans de nombreuses aventures.